Bienvenue dans la voie du BTP, le podcast où les pros du bâtiment prennent enfin la parole. Donc ici, on parle vrai, on parle métier et on parle surtout terrain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Youssef Zouaoui. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Merci Bah, Célia. écoute, ça va aussi très bien. Merci du coup de faire part, de participer à ce podcast que j'ai lancé dernièrement. Donc c'est un plaisir de recevoir un entrepreneur comme toi. On va un peu en découvrir plus. Plaisir partagé. Avant de commencer, toujours petit rituel. Je pense que on est dans une ère digitale, donc je vais faire la petite présentation intelligence artificielle pour te présenter. Tu me dis ce que tu en penses? Si ça fait un peu trop peur, on enverra un message à OpenAI, ChatGPT pour qu'ils enlèvent quelques infos parce que je On pense va que s on va leur faire un procès. ouais et encore j'ai pas trop poussé parce que je me dis c'est quand même intéressant que tu puisses derrière nous faire découvrir un peu, toi, ta version, comment tu te présentes, mais il y a pas Carrément. mal de choses intéressantes. Alors du coup, je vais lire cette partie. Tu es il a dit, hein, carrément il t'a tutoyé, il a dit: «Tu es un entrepreneur ambitieux et visionnaire qui a su se faire une place dans le secteur du BTP et de l'énergie, à la tête de plusieurs entreprises comme Momente Group, Execo, Énergie et BTP 360. Tu développes du coup des projets qui allient expérience, terrain, innovation et vision stratégique. Ton parcours montre une vraie volonté de transformer ce secteur en rendant moderne, plus efficace et tourné vers l'avenir.» Plutôt pas mal quand même, hein. C'est pas mal résumé, ouais. Franchement, Ouais, non, c'est plutôt réussi. Ouais, il t'a même fait des éloges là un petit peu, hein. carrément, carrément. Bon, j'ai honnêtement, on va dire que c'est concis, mais ça résume bien ma manière de faire et ouais, non, c'est plutôt réussi. Eh ben, écoute, je te laisse maintenant te présenter toi à ta manière. Avec Comment tu plaisir. te présenterais, pour battre un peu ChatGPT pour tu vois quand même? Alors, peut-être un petit peu plus long, moi je vais être un petit peu plus long, un petit peu plus détaillé. Alors, bon moi je viens du milieu du BTP, initialement donc, j'étais sur le terrain, si tu veux. Donc j'étais sur le terrain, j'ai fait, de la plomberie et du chauffage dans un premier temps, donc j'ai vraiment été les mains dans le cambouis comme on dit. J'ai fait ça pendant 2 ans, donc ça a commencé, alors aujourd'hui moi j'ai 35 ans, donc, j'ai commencé, j'avais 18 ans. Donc de 18 à 20 ans, j'étais plombier chauffagiste et puis je découvrais vraiment le métier. Je faisais beaucoup de neuf, un petit peu de rénovation et bon, comme tout jeune, on se lasse très rapidement. En tout cas, moi, je me suis lassé très rapidement du terrain. Il y avait beaucoup de redondance, beaucoup de neuf et donc du coup, j'ai préféré, découvrir d'autres aspects du métier et cetera et donc j'ai évolué dans le commerce. Très rapidement, donc j'ai postulé à un poste de vendeur, en fait, tout simplement, commercial débutant, dans les énergies, effectivement, dans l'habitat, toujours, en rénovation. Donc ça a duré de 2010 à 2013, pendant 3 ans et au final, je me suis découvert une passion pour le commerce, des facilités, au niveau de la relation client, et donc du développement commercial. Et beaucoup, beaucoup de plaisir. Contrairement à ce que je faisais sur le terrain, moi, c'est vrai que c'était assez, voilà, faut vraiment aimer ce qu'on fait quand on est dans le terrain, dans le bâtiment parce que, voilà, c'est pas toujours facile. Ça reste quand même des métiers qui sont physiques et cetera donc il faut qu'il y ait du plaisir et pour le coup, je l'ai retrouvé, moi, beaucoup sur la partie, commerciale et donc de 2010 à 2013, j'ai été commercial, j'ai gravi les échelons, un à un, donc j'ai commencé vraiment en bas de l'échelle, j'ai été formé de 0. Et donc du coup, je me suis retrouvé rapidement, responsable des ventes, voilà, j'ai fait 3 boîtes, ça a été assez rapide, assez court, mais très intense, parce que c'est des sociétés, en fait, qui sont basées sur la force de vente et donc voilà, fallait vendre un maximum et donc c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans. J'ai formé des gens également et puis j'en ai eu rapidement, marre parce que, je suis quelqu'un qui aime bien le changement et là pour le coup ça correspondait plus trop alors en évoluant, en étant commercial au départ et en évoluant ensuite sur la partie direction, la partie plus, management et cetera. Je me suis rendu compte un peu de l'envers du décor. C'est quand tu es, exécutant dans la partie commerciale, on te donne pas forcément toutes les, bah, en fait, tout ce qui se passe en coulisses. Sauf que quand tu deviens responsable, bah, tu te rends compte un petit peu des marges, des prix de vente, de la méthode aussi, dans sa profondeur et ça collait plus trop avec mes valeurs et donc j'ai décidé de démissionner. Donc c'était en 2013. Je décide de démissionner de mon poste en CDI. Je gagnais très, très bien ma vie. Donc J'étais là, tu pas avais, habitué 22 ans à peu près, 21-22 ans? j'avais 24 ans.
24 ans, OK. Ouais, j'avais 24 ans. Et donc du coup, entre 23 et 24 ans et donc du coup là, je décide de démissionner. Je gagnais, voilà, comme je te dis, très, très bien ma vie, donc c'était pas une question d'argent, c'était vraiment une question Non, c'est combien de très bien notre vie? Là, va falloir parler chiffres. honnêtement, alors les commerciaux, ils vont toujours te prendre parce que c'est des commissions qui sont non plafonnées, donc du coup, ils vont te Ouais, prendre toujours le meilleur salaire de l'année. Donc c'était les meilleurs salaires, c'était 6 000 €. En OK. moyenne, c'était 4 000 € par mois. Bon, en 2013, j'avais 24 ans, c'était énorme C'est pour moi, bien. tu Non, c'est un bon salaire, voilà. Au moins, si vois? vous Ouais. discutez et vous voulez gagner de l'argent, le commerce. Ouais, exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Pour ceux qui performent dans le commerce, il y a toujours de l'argent à faire et donc du coup, donc au final, je démissionne, voilà, je démissionne de la boîte, rupture conventionnelle et cetera. Bon, ils étaient pas un peu dégoûtés de me voir partir, mais voilà, fallait que je voie autre chose et ça me convenait plus au niveau de l'éthique et du modèle économique, en fait, comment c'était, commercialisé et donc là, je m'envole, je vais, à La Réunion. Alors je pars très, très loin. Je vais à La Réunion, j'ai une opportunité, j'ai un copain à moi qui est parti là-bas et qui me dit: «Voilà, il y a du business à faire, il y a des opportunités et donc on monte une boîte dans le solaire sur l'île de La Réunion». Donc là, en l'espace de 1 mois, je prends la décision de démissionner et puis de partir et donc je pars à l'aventure, sur l'île de La Réunion. Alors je suis déjà marié, j'ai un enfant, mais je laisse mon épouse ici et mon petit, mon 1er. Et donc du coup, je m'en vais à La Réunion, ça marche très bien, on commercialise, du solaire, on se met en cheville avec un installateur local et puis on lui développe sa boîte en fait. C'est un petit installateur qui fait 200 000 € par an de CA OK. et au final on le passe à 1,8 million de CA en l'espace de, 16 mois à peu près. Donc on a vraiment explosé un peu le game. Donc il a été débordé très rapidement. Lui, il pouvait pas suivre au niveau des commandes et cetera, parce qu'on avait trop vendu au final, C'est un et bon l'île de problème la ça. Réunion ouais, c'est un problème de riche. Mais, Ouais, sur l'île de la Réunion, c'est un problème qui prend un peu plus d'ampleur parce que, bah, tu es sur une île, les panneaux solaires et cetera, souvent ça venait d'Asie. bien sûr. Donc le temps que ça arrive, c'était 3 semaines minimum de délai pour qu'un container arrive. Il fallait attendre qu'on ait suffisamment de commandes pour commander container par container et c'était assez long, le temps que ça revienne, donc le temps que les pauses, débutent et cetera. C'était assez fastidieux et l'inertie, elle était importante et donc du coup, au final, bon, ça a très bien marché. Moi, je faisais des allers-retours parce que j'avais laissé mon épouse et mon fils, comme je t'ai dit, J'imagine. en France, donc je tapais des allers-retours tous les mois, tous les 2 mois. La Réunion, Paris-Saint-Denis, c'est, 7 heures, 7-8 heures de vol à peu près, C'est un petit décalage parfois horaire. 11 heures. Ouais, ça dépend des avions, mais, c'est entre 7 et 11 heures de vol, donc c'était assez fatigant. Décalage horaire et cetera, donc voilà, OK. je te fais pas le dessin. Et donc du coup, au final, je laisse tomber parce que mon épouse voulait pas aller vivre là-bas, donc moi j'aurais bien continué, Sur La 1 ou Réunion. 2 ans. Ouais, moi j'aurais bien continué, Ouais, ça me ouais, plaisait vraiment bien, ouais et j'imagine. bon, voilà, après les situations familiales, les situations personnelles, c'est parfois un peu compliqué, donc il fallait que je fasse un choix et donc je suis resté en métropole. J'ai abandonné la boîte là-bas d'ailleurs les gars, ils ont explosé aujourd'hui, c'est une boîte donc ils ont restructuré, ils ont monté une autre boîte et cetera. Puis là, aujourd'hui, ils ont 450 salariés, ils font 50 millions. Ils sont leaders sur l'île de la Réunion, sur l'île Maurice et cetera. Enfin bref, c'est une autre histoire. Mais du coup, moi, je rentre en France et donc là, on est en 2016. 2016, donc là, je commence à revoir ce que je peux faire. Donc la facilité fait que je retourne un peu dans le commerce en tant que directeur d'agence pour développer une agence toujours dans l'énergie et toujours en rénovation, pour développer en fait une agence, c'était Dileco. Donc Dileco, c'est une boîte qui est basée sur La Rochelle et qui voulait développer, le secteur angevin. Donc, moi je suis sur Angers dans le 49 et donc du coup, ils voulaient développer le secteur angevin. Donc là, je fais quelques mois et puis finalement je retombe dans les mêmes travers, dans le modèle économique que je connaissais, que j'ai quitté et donc au final, je fais quelques mois et puis j'abandonne. Je dis: «Non mais voilà, laisse tomber, ça me plaît pas, ça me plaît plus, comme avant» et donc j'arrête et c'est là que j'ai l'idée de monter Momento Travaux. Alors Momento Travaux, à la base, c'est une boîte, uniquement de courtage en travaux. Donc quand j'ai monté, je me suis dit: «Je vais avoir la casquette du commercial». Je vois que les artisans galèrent à vendre parce que c'est pas leur métier, ils sont pas voilà, ils ont pas été formés pour ça, ils sont parfois très bons techniciens, la plupart du temps, mais commercialement, c'est toujours un peu compliqué et donc du coup, bah, l'idée, c'était de leur faciliter la tâche et puis de leur ramener, en fait, tout simplement comme on dit, du pain, sur la planche et puis de leur ramener du travail sur un plateau en argent et puis leur dire: «Voilà, il y a du business, donc venez bosser» et donc j'ai fait un panel comme ça d'artisans de tous les corps d'état.
Et donc du coup, j'ai commencé, beaucoup avec le second œuvre au départ et ça a tout de suite pris au bout de bon, ça a mis à peu près 6 mois à décoller, mais au bout de 6 mois, j'étais débordé de rendez-vous et de demandes et donc je faisais la coordination entre les artisans d'un côté, donc j'étais apporteur d'affaires pour les artisans d'une part et de l'autre côté, j'étais mandaté par le particulier, porteur de projet, quoi. Ça m'a beaucoup plu, mais très rapidement, pareil, je vois en fait les limites du métier et je me rends compte que j'ai beaucoup d'inconvénients parce que, bah, le client, voilà, tu crées une relation avec le client, tu essayes de l'accompagner au mieux et cetera. Mais ils ont du mal à faire la part des choses et de se dire que, bah, toi, tu es juste mandataire et donc que tu les mets juste en relation avec, finalement avec, les artisans et L'artisan, donc c'est les artisans qui doivent gérer derrière la relation client. Mais c'était pas dans les faits, c'est pas ce qui se passait. Ils me rappelaient systématiquement et cetera, donc je passais beaucoup de temps pour finalement une petite commission, parce que c'était entre, 10 et 15 de commission sur le CA généré, apporté à l'artisan. Et donc au final, bah, je me suis dit: «Bah, écoute Youssef, tu as un diplôme de plomberie» et je m'étais toujours dit: «Pourquoi est-ce que tu as fait ces études en comme plomberie?» donc au final et ben là, j'ai tout de suite vu que parfois tu fais des choses dans la vie et puis ça revient quelques années plus tard et puis tu dis: «Punaise, heureusement que j'ai eu cette expérience-là» parce que donc du coup, j'avais un diplôme pour pouvoir monter en fait une entreprise, donc j'étais à la chambre des métiers de l'artisanat et là, ils m'ont demandé mon diplôme pour pouvoir monter cette boîte. Et donc je me suis dit: «Bah, au final, je vais faire les devis moi-même et puis je vais continuer de sous-traiter et puis, continuer de faire comme ça, mais le chiffre d'affaires va passer d'abord par ma société et moi je sous-traite, directement, aux artisans». Et donc c'est comme ça que l'aventure Mon Maître aux Travaux a commencé. Donc je garde le même nom, je restructure un petit peu et cetera. Donc la première donc finalement la 1re année, je fais, 150 000 € à peu près de chiffre d'affaires en prestation de services. Donc c'était que des commissions qui m'étaient apportées. Donc quand même, ça représente quand même plus d'un million de CA, en chantier généré. Et puis du coup la deuxième année, c'est moi qui fais les devis, donc là je passe à 600 000 € de chiffre d'affaires, et donc là c'est moi qui fais les devis, c'est moi qui porte la responsabilité de la décennale, de tout ça. Donc je commence avec le second œuvre uniquement, puis j'évolue assez rapidement sur la partie gros œuvre, sur les extensions et cetera. Et donc je commence à recruter et à structurer vraiment une vraie entreprise. Donc je commence à structurer par la partie administrative et je recrute mon premier plombier. Donc là, j'avais déjà moi ma vision, je savais ce que je voulais faire et cetera. Donc je voulais, donc je prends en fait, un gars en fait hyper confirmé par corps d'état. Donc souvent c'était, N3 P2, N3 P1 au minimum ou sinon c'était des N3 P2 donc au niveau de la grille des salaires, du BTP et donc du coup, bah, je les briefe, je leur dis: «Voilà, moi, ma vision, voilà où est-ce que je veux aller. Est-ce que tu as envie de monter dans le bateau et de m'accompagner dans ce projet-là?» Sachant que l'idée, c'est de construire une équipe autour de chaque corps d'état et d'avoir, en fait, une équipe par corps d'état qui sera vraiment en interne. peu une équipe Et c'est, d'Avengers. comment? Un peu une équipe d'Avengers quoi, tu en as un sur chaque Ouais. pôle et ça fait que Ouais, derrière, bah exactement. Un chef d'équipe, en fait, ultra confirmé, qui s'inscrivait dans le projet et cetera et donc du coup, bah, c'est ce qui s'est passé. Donc OK. plombier, plaquiste, carreleur, peintre, électricien, j'avais, menuisier, et cetera et donc j'ai fait ça pour tous les corps d'état. Donc tu as à peu près 14 corps d'état, hein, dans le BTP aujourd'hui, y compris, le maçon, le paysagiste et cetera. Donc j'ai poussé le truc vraiment, tu Ouais. vas voir que j'ai poussé le truc un peu au bout. Et au final, donc je commence à recruter, le chiffre d'affaires continue de croître. J'embauche aussi un chargé d'affaires pour m'accompagner, sur la réalisation des devis et cetera. Ça fonctionne très bien, donc je fais, la deuxième année, donc j'avais fait 600 000 €, puis ensuite j'ai fait, 1,3 million si ma mémoire est bonne. L'année qui suit, je fais, donc de 1,3 million je passe à 3,4 millions. Donc là, on commençait vraiment à taper fort et donc j'avais donc, 5 salariés, puis, 13 l'année d'après, puis 26, puis 43, puis 70, jusqu'à arriver à une boîte, avec 70 salariés, un bureau d'études en interne. J'avais recruté une architecte, en interne, une dessinatrice qui s'occupait des cuisines sur mesure et cetera et on faisait que de la rénovation haut de gamme. On a fini par faire plus que de la rénovation haut de gamme sur des projets globaux. Donc, c'était des projets qui allaient de 40 000 € à 400 000 € à peu près et donc du coup, voilà, ça a duré jusqu'à 2024. On a OK. passé toutes les crises successives. Alors je sais pas si tu te souviens des crises, les pénuries les pénuries de matériaux, les hausses, du matériau, le covid avant ça encore Et et il y c'était a eu des années compliquées, hein?
Ouais, c'était vraiment très compliqué. En termes de gestion, j'ai vraiment, bah, en fait, c'est surtout quand tu développes et que tu es en forte croissance, j'ai tout autofinancé, donc il y avait pas de j'ai pas levé de fonds, j'ai pas fait de financement à la banque pour, financer les besoins, le besoin de fonds de roulement ou les besoins d'investissement que, voilà, dont j'avais besoin à ce moment-là et donc du coup, bah, j'avais toujours une trésor très serrée Comment tu as fait et j'ai mentalement? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup peut-être qui se demandent qui ont une trésor serrée là, mmh, comment quand pas grand chose va bien politiquement, tu as tout qui te tombe un peu dessus, toi tu es dans une optique d'hyper-croissance et ouais. derrière tu as tes marges qui sont compliquées, tu as 70 personnes à payer. Comment mentalement tu as dit: «Bon Alors vas-y, je» on est franc dans ce post dans ce po dans ce podcast. Je vais pas te dire des sornettes. C'était il y a eu des moments très difficiles. Alors je suis moi j'estime être déterminé et puis être résilient. Mais il y avait des moments très difficiles, donc à ce moment-là, bah, faut être bien entouré. Moi, j'ai toujours été entouré de mon épouse, surtout qui m'accompagnait beaucoup dans cette aventure-là. D'ailleurs, qui a été ma directrice marketing pendant très longtemps et qui OK, aujourd'hui encore s'occupe, de la partie marketing. Et donc du coup, il y a eu 2 temps, très forts en fait où j'avais beaucoup de charges, mentales et donc charge mentale, mais aussi, dans les faits, si tu veux, quand tu sais que tu as une quarantaine de collaborateurs, tu as des familles derrière, il y sûr, a des crédits maison à payer, il y a toute cette charge, et donc tu la portes littéralement sur les épaules et il y a un moment, c'est vrai que voilà, j'ai eu 2 fois durant ces 6 années, 2 fois où ça a été très, très, très difficile. Donc voilà, bah, à ce moment-là, en fait, tu t'appuies sur, ton entourage, sur ceux qui te comprennent. C'est très compliqué parce que tu es dans un monde où très peu de personnes peuvent te je comprends, comprendre. bien sûr. Et moi, je me mélangeais très peu, tout ce qui était, business, les comment dire? Les réunions de business et cetera. J'avais pas trop le temps pour ça parce que je travaillais, honnêtement, hein, pendant 5 ans, j'ai travaillé en moyenne, 14 heures par jour minimum, minimum. 14 heures par jour, ça pouvait être 16, ça pouvait être 17 heures, sans aucun problème. Donc, y compris le dimanche. Donc le samedi, je le gardais pour ma famille, mais le dimanche, je me remettais au travail pour préparer la semaine qui arrivait et cetera. Donc ça demande une force de travail et moi, ce qui me rassurait au final dans ce finalement dans cette tempête, c'était, ma force commerciale. Si tu veux, quand tu as un système qui est bien en place, tu sais ce qu'il vaut et tu sais qu'il va donc c'est tout est prédictible en fait dans le commerce, comme tu le fais très bien dans l'acquisition digitale. Moi, c'était plus dans l'acquisition physique, mais c'est tout aussi prédictible. Quand tu as un bon système qui est en place, des apporteurs d'affaires, des prescripteurs qui vont te ramener du business, le bouche à oreille qui est structuré et qui est exploité, de façon, vraiment, millimétrée, où tu as un vrai système derrière. Au final, c'est rassurant parce que tu te dis: ben je sais exactement ce que ça va cracher comme rendez-vous. Je sais en moyenne combien de devis je signe, et donc j'ai mon panier moyen. Donc je sais exactement, voilà, en moyenne les devis font combien. Je sais combien de devis je signe et donc finalement cette visibilité que je n'avais pas encore dans mes comptes, je l'avais sur mon papier et je savais que ça allait arriver OK. et donc du coup, ça te permet de rassurer quand tu es dans une optique d'hypercroissance et que tu as beaucoup de charges, un gros besoin Ouais, de fonds de roulement. tu fais confiance à ton système. Tu Voi dis: ex «Le complètement, système, il est là, maintenant on complètement. regarde pas les chiffres et on sait que si le système, il tourne tous les mois, il y a ça qui rentre». Voilà, exactement et un de mes réflexes, c'était de me dire: «Youssef, tu te lèves le matin, tu travailles, tu fais le taf, il y a pas de raison, en fait. Il y a pas de raison que ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, alors c'est possible, il peut y avoir des petits réglages à faire et cetera, mais ça reste dérisoire par rapport à la réalité des faits» et donc dans les faits, bah, effectivement, ça fonctionnait. J'aurais pu encore croître comme ça pendant un moment, sauf que, bah, c'est fatigant. Comme je t'ai dit, je travaillais 14-15 heures par jour et donc arrivé un moment, j'étais un peu fatigué et donc bon, j'ai fait un voyage et cetera. J'étais en Arabie, j'ai fait un voyage exceptionnel et donc c'était une de mes premières vraies coupures depuis ces 5 ans et là, je me suis remis en question et j'ai remis en question un peu tout ce que j'avais construit et cetera. Je me suis dit: «Est-ce que je veux continuer comme ça encore pendant des années ou pas?» Et au final, beh, je me suis rendu compte que non, j'aurais bien aimé vendre, en fait et donc là, mais alors évidemment, c'était quelque chose que je connaissais pas, le fait de faire une cession, ce qu'ils appellent en in bonis, en bonne santé, avec une société en bonne santé qui est sur le papier qui donne envie, aux investisseurs de mettre des sous dedans. Je savais pas que ça voilà, je savais pas exactement comment ça fonctionnait. J'étais quand même l'homme clé moi sur ce groupe. Entre-temps
Donc j'avais Momento Travaux avec 70 collaborateurs. À côté, j'ai monté un atelier de menuiserie, fabrication de bois. Donc, du coup, au final, je savais pas exactement comment ça fonctionnait. Donc là, je découvre, je suis un peu sur le fait, je découvre en fait comment fonctionnent tous ces systèmes-là de session, etc. Le fait d'embellir la mariée, le fait de pas être un homme clé dans la structure, etc. Et du coup, ben, je me suis un peu précipité pour la mettre en vente, mais au final, elle était pas prête pour être vendue dans l'état dans lequel elle était. Encore en croissance, et cetera. On était vraiment dans une hyper croissance avec, un besoin de fonds de roulement qui était assez important. Donc il y aurait eu besoin de quelques années encore de stabilité, et cetera, pour la vendre entre guillemets «dans le meilleur état» voilà, qu'elle puisse être, pour vraiment qu'elle ait la meilleure apparence possible pour la vendre. Et donc du coup, je me suis posé avec mon cabinet d'avocats, donc j'avais une armée, voilà, il y avait Ouais, 7 ou 8 avocats autour de moi, le fiscaliste, le social, et cetera, le juridique, tout ça. Et donc du coup, bah, on s'est posé, puis on s'est dit: «Est-ce que voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu as envie de continuer? Est-ce que tu as pas envie de continuer?» On sait que voilà, l'hypercroissance, elle coûte cher. Il y avait aussi ce qu'on appelle une crise de croissance, c'est-à-dire qu'arrivé à un moment, tu as l'effet ciseau. Tu as d'un côté le chiffre d'affaires qui augmente, tu as de l'autre côté aussi les charges qui augmentent, et arrivé à un moment, en fait, si tu veux, tu as un effet ciseau qui arrive, c'est-à-dire que, il y a des perspectives qui sont énormes. Faut que, les ressources, en fait, l'absorption, elle puisse être, bah, réalisable, et donc du coup, bah, ça demande de réinvestir encore à nouveau, et donc bah, forcément quand tu lèves pas de fonds, quand tu fais pas de financement, et cetera, c'est assez compliqué à gérer. Donc du coup, la question a été claire, c'est: «Est-ce que tu es prêt à continuer comme ça encore pendant quelques années ou pas?» Et moi, j'étais pas prêt, je voulais changer j'avais d'autres projets, et je voulais changer encore une fois, trajectoire, de ouais. projet, ouais, de rythme aussi, parce que, bah, je vois mes enfants grandir. J'en avais un quand j'étais parti à La Réunion, sauf qu'entre temps, j'en ai eu 3 autres, donc du coup, j'en ai 4 aujourd'hui. Plus de et charges heu aussi de ce côté, hein. ouais, ouais, donc je voulais passer plus de temps avec eux, et cetera. Et donc voilà, grosso modo, bon, je suis approché par quelqu'un, qui est intéressé par la boîte, et cetera. Et donc là, voilà, je peux pas tout dire non plus, parce Bien qu'on sûr. est en recording, mais grosso modo, je mets la boîte, en redressement judiciaire, en liquidation. Je cède le fonds de commerce de l'ensemble du groupe, donc de 5 sociétés, à cette société-là. Et donc comme ça, bah, je suis libéré, en fait, si tu veux. Parce que ce qui se passe, quand on monte une boîte, on se rend pas forcément compte, Ouais, mais on on n'est est pas libre. on est à fond dedans, mais en fait, tu es pas libre. C'est-à-dire que si tu prépares pas, alors si tu es pas formé, que tu sais pas, ou que tu es pas entouré, si tu prépares pas ton exit, en bonne et due forme, et donc ça prend quelques années, et ben, en fait, c'est une boule de neige qui prend énormément de place, qui prend beaucoup de plus en plus de place, donc de volume, qui prend de plus en plus de vitesse, et en fait, elle a toujours faim, cette machine-là. Faut l'alimenter, que ce soit du côté business, ou du côté financier, et Complètement. l'un va avec l'autre, évidemment. Mais faut qu'elle reste rentable, faut que tu puisses payer tes charges, et cetera. Et plus tu avances dans le temps, et donc quand tu es une PME avec 50 salariés, tu as beaucoup plus de contraintes. Donc on parle de CE, il y a plein de charges que tu payais pas avant, que tu te mets à payer, et cetera. Et donc du coup, ben, si tu as envie de faire une pause, tu peux pas. Il y a Non. pas de il y a pas de break. Ouais, tu peux prendre une semaine de pause, on arrête tout, on reprend, non, ça tourne derrière, C'est faut pas possible, oublier. en fait. Et donc du coup, si elle est pas structurée de façon à ce que toi l'abandonnes, et que tu vas faire autre chose, ou voilà, entre guillemets, tu délègues vraiment tout à 100. Et moi, j'avais 14 corps d'état, donc en termes de gestion, c'était hyper, hyper lourd. Le conducteur de travaux, même s'il était excellent, voilà, ça reste un être humain avec 2 bras, 2 jambes. Moi, en tout cas, personnellement, je faisais le travail d'un directeur commercial, d'un directeur marketing, d'un directeur travaux, d'un responsable technique. Je faisais le travail comment dire? D'un gestionnaire financier, donc d'un DAF, littéralement. Donc tu as 4 casquettes, il te faudrait 4 salariés à 40 000 l'année, pour pouvoir faire le taf que tu fais. Donc factuellement, c'est pas possible, tu vois? Possible, ouais, bien sûr. Donc du coup, voilà. Donc au final, ça m'arrangeait bien. Donc j'étais très content en 2024, donc avril 2024 exactement, de revoir partir mes salariés, et donc mon fonds de commerce avec cette entité-là.
Et donc là, j'ai pu repartir à 0, sur, BTP 360, donc qui est, un cabinet en fait de conseil, donc de consulting et d'accompagnement des dirigeants du BTP, après toute l'expérience que j'ai réussi à acquérir. Heu et je l'ai fait de manière différente, donc si tu veux, il y a pas une boîte, bon sur Angers dans le 49, il y a la et son agglomération, tu as à peu près, 400 000 habitants, donc c'est pas énorme, mais c'est quand même une ville qui est assez dynamique et reconnue en France d'ailleurs. C'est une ville, où il fait bon vivre. Elle a été, D'accord. ouais, elle a été numéro un plusieurs fois. Petite promotion pour Angers. Voilà, on fait un peu de pub. Mais et donc du coup, au final, j'ai mis en place des systèmes que j'ai jamais vus dans d'autres boîtes. J'ai mélangé en fait le commerce que moi j'ai appris, donc c'est la vente directe, la force de vente, avec le traditionnel, l'artisanat traditionnel. J'ai nettoyé un peu, ce qui me plaisait pas dans le système que j'ai pu moi, voilà, quitter. J'ai amélioré certains process et je l'ai adapté en fait à l'artisanat traditionnel et au final ça a très, très bien fonctionné, que ce soit j'avais une satisfaction clientèle à 80 à plus de 90. J'avais des salariés épanouis, à plus de 95 ou 98. C'était vraiment un modèle qui fonctionnait Et très, très bien. et tu vois là ce qui me directement je note quelque chose, c'est que beaucoup dans le bâtiment, j'entends beaucoup de personnes qui font un petit peu tout à l'aveugle, qui savent pas trop piloter des choses, et là ce qui est intéressant, c'est que même la satisfaction de tes employés ont un chiffre en tête. Ouais, Et ça, je trouve ça ouais, super important parce que je sais que dans le digital, dans le marketing, sur des grosses boîtes aux États-Unis, ça se fait beaucoup, où ouais. même les employés reçoivent un formulaire toutes les semaines, tous les mois pour la satisfaction client. Et je trouve ça du coup intéressant que toi, tu aies implémenté donc ça jusqu'à traquer et savoir si ton employé est content pour savoir justement, après c'est juste tu plus tu data, plus c'est simple de pouvoir optimiser, Complètement, d'améliorer, d'analyser. Donc je trouve ça, exactement. super intéressant et j'avais une question, moi qui me trotte, c'est: tu as vendu ta boîte, premier jour où tu dois pas aller au boulot, qu'est-ce que tu as fait? Voilà, par contre là, tu pendant plusieurs semaines, c'est un cataclysme, en fait. Parce que alors je suis, quelqu'un de très, très, comment dire? J'ai beaucoup d'énergie. Voilà, alors ça a pas Pour été bosser 14 diagnostiqué, heures, il mais faut. je suis un peu TDAH, et donc du coup, il faut que je sois occupé et vu que j'étais très occupé tout le temps, trop, j'avais toujours plus de charges de travail que je pouvais en abattre, donc bah, là, tu priorises. Du jour au lendemain, tu te Rien. retrouves sans rien, en fait. Mais c'est trop bizarre et donc du coup, j'ai eu je sais pas, une espèce un moment de flottement, en fait, où je savais pas trop ce qui se passait, je savais pas trop quoi faire et cetera et au final, ce qui tombait bien, c'est que je suis parti à l'étranger, en fait, à ce moment-là. J'avais besoin de changement et donc j'ai quitté la France, je suis parti à l'étranger et pendant plusieurs mois, presque une année, donc je faisais des OK. allers-retours parce que j'avais quand même des business, j'ai relancé rapidement des business, donc je faisais beaucoup d'allers-retours. Mais et donc cette coupure-là m'a permis de faire la transition. Mais c'était très, très, très bizarre comme sensation. Ouais. J'imagine, ouais. Parce que c'est une période de transition où il faut se retrouver au final, tu as plein de temps, tu te rends compte que tu as 24 heures et au final tu Ouais, as du temps. Qu'est-ce que tu ouais, fais? Ouais, les complètement. 14 heures, tu as rien à faire. Enfin, ça c'est je Ouais, pense ouais, que ouais, d'un tout à fait. d'un point de J'ai vue, tu passé dois beaucoup dire, de temps en famille. J'ai rattrapé un peu le temps aussi que j'avais loupé j'imagine. un peu avec mes enfants, avec mon épouse et cetera. Parce que, bah, c'est pareil, hein, quand tu es sous tension, forcément, bah, tu mets ton elle accapare beaucoup de temps. Une société accapare beaucoup d'énergie, de temps et du coup, bah, tu donnes pas forcément le temps alloué à ta famille et cetera et ça, c'est là où il faut être mesuré et c'est bien d'avoir aujourd'hui, des systèmes, hein. Aujourd'hui, le digital franchement c'est s'il y a un point, hormis la performance, il y a un point, essentiel à souligner sur le digital, c'est que ça te permet en fait de débrancher, de laisser ça tourner en automatique et de pouvoir te consacrer aussi à ton rôle de père, à ton rôle de mari et cetera qui est aussi, bah, qui est plus important au final Plus que important au final. l'entreprise. Donc voilà, Une donc boîte, du ça se côté vend, femme, ça se vend pas, hein. exactement, exactement Heu, donc voilà. Au final, donc BTP 360, voilà, ça fait à peu près 7 mois maintenant, que c'est lancé. Ça fonctionne bien. J'en ferai pas mon emploi, jusqu'à ma retraite. J'aime beaucoup parce qu'en fait, ça me permet de voir un petit peu comment, le monde du bâtiment se porte.
à l'extérieur de mes process à moi et je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de retard. Alors le bâtiment aujourd'hui, il est prêt à accueillir le digital parce que, bah, tu as une nouvelle génération qui arrive. Il y a une nouvelle génération qui arrive, ils sont plus jeunes, ils veulent de la performance, ils veulent passer moins de temps au travail par rapport à nos parents et nos grands-parents, qui étaient voilà, qui passaient, leur vie au travail. Aujourd'hui, les gens veulent profiter de la vie, veulent voyager, veulent tout ça et donc ça se ressent. Mais il y a encore beaucoup de process de comment dire? De méthodes en fait à D'automatisation, l'ancienne quoi, comme on dit, pas trop. à l'ancienne. C'est des méthodes qui sont un peu, voilà, un peu révolues mais beaucoup encore s'y accrochent parce que, bah, ça fonctionne. En fait, ça fonctionne, même s'ils savent pas que c'est voilà, entre guillemets moi souvent je dis ça aux artisans, c'est que vous en fait, tu te rends même pas compte de ce que tu as entre les mains. C'est-à-dire que tu as de l'or entre les mains et tu es en train de bricoler et alors que tu pourrais avoir une fusée et tu es en train de bricoler un petit drone, tu vois? Ah ça Donc c'est la peur du renouveau, la peur du changement qui est dure, hein. Sortir de clairement. sa zone de confort, il y en a pas, pour aussi échanger avec pas mal d'entrepreneurs dans le bâtiment, il y en a pas beaucoup, on va dire de l'ancienne génération. Quand j'entends l'ancienne génération, on va dire plus de 55. Je m'excuse à ceux qui écoutent, qui ont plus de 55 ans, mais qui sont là depuis 25 ans, 30 ans dans le bâtiment. C'est très dur pour eux de passer dans un point de vue complètement digital. Ils voient leurs enfants qui sont à fond sur les réseaux sociaux. Eux, ils comprennent pas tout, ils sont un peu hyper éloignés de ça et du coup, il y en a qui font la passade et c'est bien, Ouais, c'est bravo eux parce que c'est pas simple, hein. Faut le dire, complètement. c'est pas simple et là, on arrive à un sujet qui est intéressant aussi, c'est que ça fait la transition parfaite. Je te laisse présenter ton projet aussi derrière. Pour, donc Batup, donc effectivement alors, là voilà, ça c'est mon projet sur lequel je vais continuer d'investir mes prochaines années. Énormément d'énergie, énormément d'expérience parce qu'au final tout ce projet-là donc Batup c'est un logiciel en fait, de gestion du bâtiment, mais c'est pas un logiciel comme les autres. Je l'ai mis sur le site là de préinscription donc c'est un logiciel que je vois comme une nouvelle génération de logiciels en fait. Alors, je vais pas parler trop avec les termes, techniques parce que voilà, dans le BTP, on dit les choses très franchement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ERP, donc des logiciels de gestion globale de ton entreprise, parce que tout se fait aujourd'hui sur le digital, hein, les devis, les factures, les achats, le suivi, le CRM, le suivi des ventes et cetera, le suivi de tes prospects, les suivis des SAV, le suivi des chantiers, tout ça. Et donc du coup, en fait, tu as des solutions, il y en a beaucoup, mais c'est des solutions en fait qui sont, alors soit trop lourdes pour les gars du BTP parce que ça reste des gars de terrain, ils ont besoin de quelque chose de très agile, de très flexible, et donc du coup, c'est vrai que c'est assez lourd en termes de gestion, au quotidien. Donc, faut aller au bureau, faut être derrière son écran, faut se poser. Il y a beaucoup d'onglets qui s'ouvrent, il y a trop de fonctionnalités, parfois beaucoup de fonctionnalités dont on se sert pas. Et en fait, comment j'en suis venu à créer Batup? C'est que, bah, quand je fonctionnais, avec 70 salariés, avec, une quarantaine de sous-traitants, à peu près une quarantaine de sous-traitants, 5 structures différentes et différents corps d'État, au final, j'ai testé plein de logiciels. Moi, j'étais tout le temps dans le fait de trouver quelque chose qui va me faire gagner du temps et de l'argent et donc j'ai testé tout ce qui honnêtement, à aujourd'hui, j'ai testé tous les logiciels qui existent. J'ai tous testés. Tu peux me parler de tous les logiciels que tu veux, je les connais, plus ou moins en profondeur, mais je les ai tous testés et il manquait tout le temps un truc. Alors soit c'était trop lourd, trop compliqué et je voulais pas mettre mes équipes là-dessus parce que c'était des machines, des usines à gaz, soit, c'était incomplet et donc du coup, bah, tu as un logiciel qui fait le devis, la facture. Tu as un logiciel qui fait le CRM, donc la gestion commerciale. Tu as un CRM qui fait tu un pardon, un logiciel qui fait le suivi de chantier uniquement, mais tu avais pas une solution globale et donc là, je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit: «Je vais monter» alors quand je dirigeais encore, Momento Group, je dis: «Bah, je vais monter, je vais faire mon propre logiciel, je vais construire mon propre logiciel». Je commence à me renseigner et cetera. Alors je manquais beaucoup de temps, j'avais peu de temps et je me rends compte que ça demande beaucoup de temps, si tu veux, parce qu'il faut, en fait, Bien sûr. analyser en fait, tu es obligé de séquencer et de standardiser tous les process qui se passent dans l'entreprise, du début à la fin, c'est-à-dire de l'entrée du client jusqu'au SAV éventuel. Donc Ouais. toute la vie, en fait, du client chez toi, faut qu'elle soit renseignée et qu'elle soit détaillée, en fait, de A à Z et ça prend beaucoup de temps et en plus, il y avait un coût qui était énorme. C'est, un logiciel comme ça vaut des centaines de milliers d'euros.
Et donc du coup, bah, je dis j'ai reporté. Je dis: «Bon, un jour je le ferai». J'ai toujours dit: «Un jour je le ferai», mais c'était pour moi. C'était pas Ouais, pour toi aussi, ouais. Pas pour pour les autres. commercialiser, quoi. Exactement. Et au final, bah, je me suis, voilà, j'ai cédé la société. Je remonte, BTP 360. Je me rends compte de ce qui se passe à l'extérieur des portes de mes entreprises. Et il y a un gros besoin. Il y a un gros besoin très criant, et en fait, c'est pas, voilà, je suis pas Crésus, je suis pas l'abbé Pierre, mais clairement, je veux aider. J'ai toujours été dans cette, optique-là de d'apporter. Alors c'est le discours que je disais à mes commerciaux, hein: «On est là pour apporter, on n'est pas là pour prendre». En fait, quand tu montes, et je dis ça à mon fils aujourd'hui qui a 12 ans, quand on parle de business, faut que dans évi le but, c'est de gagner de l'argent, on est d'accord. Et l'argent, c'est un moyen, c'est pas, pour moi, c'est un moyen, c'est pas officiellement Finalité, ouais. l'objectif ultime, tu vois? Et donc du coup, je leur dis: «Voilà, on est là pour apporter, donc faut dans ta tête, tu apportes quelque chose aux gens, et c'est comme ça que, au final, Ça, l'argent que tu vas en tirer, c'est simplement une conséquence de la valeur que tu as apportée. Donc plus la valeur que tu apportes, elle est énorme, mais plus tu vas en tirer de bénéfices», tu vois? Et donc du coup, c'est comme ça que je raisonne moi, toujours dans le business. Et aujourd'hui, j'ai envie de donner toutes les clés, en fait, que moi j'avais pas, qu'on m'a pas donné, que j'ai dû, au fur et à mesure des années, bah, me construire, et ça a fonctionné. Et donc aujourd'hui, il faut les entreprises du BTP, fondamentalement, si tu me dis de quoi elles ont besoin, je vais te dire, elles ont besoin de plus de structure. Elles ont besoin de structurer leur commerce. Elles ont OK. besoin de structurer, leur marge, la partie financière de leur entreprise, la partie gestion. Et donc, de ça va en découler plein de choses, mais notamment, aujourd'hui, on fait face, par exemple, parfois à des carences au niveau du recrutement, ou des pénuries au niveau du recrutement. Et aujourd'hui, si tu as une entreprise qui est hyper attractive, qui est tourné vers l'humain, qui apporte et qui est facile à vivre. C'est-à-dire qu'il y a une gestion qui est claire, qui est clairvoyante, qui est bienfaisante, et du bénéfice, et que elle est en bonne santé. En fait, automatiquement, tu vas attirer les meilleurs profils. C'est comme ça que ça fonctionne. Et D'accord. donc du coup, ça va répondre à toutes les problématiques qu'ils connaissent. Et donc aujourd'hui, Batup, c'est, avant tout, en fait, un logiciel centralisé de l'ensemble d'une gestion de gestion de l'ensemble des fonctions d'une entreprise du BTP. Et donc c'est pour aussi bien pour un peintre, artisan, auto-entrepreneur, que pour une PME avec 14 métiers, voilà, 14 métiers en interne. Elle s'adapte, en fait, si tu veux, je vais, donc selon les entreprises et selon les métiers, j'ai un interface qui va être différent. C'est-à-dire que c'est les mêmes fonctions, sauf qu'elles vont être plus ou moins approfondies selon la taille de l'entreprise. C'est vraiment adapté et personnalisé. Et donc, c'est ce qui permet au final d'avoir quelque chose qui va être ni trop lourd, ni incomplet, parce que du OK. coup, ils vont avoir juste ce dont ils ont besoin. Et Batup va accompagner la croissance des entreprises en leur apportant de la structure, notamment sur la partie CRM, notamment sur la partie devis. Aujourd'hui, je suis pour être un expert sur la partie chiffrage. J'avais un taux de transformation, moi, dans mes entreprises, de 70. Donc, à chaque fois que j'envoyais 10 devis, j'en avais 7 qui revenaient à signer. Et c'est pas pour rien, c'est que, aujourd'hui, ça, c'est une méthode de chiffrage, c'est une méthode de présentation du devis, c'est une méthode d'élaboration des prix. Comment est-ce que tu mets en avant tes prix? Comment est-ce que tu le rédiges? La mise en page, tout est important. Et parfois, c'est assez négligé. Les gars dans le bâtiment, ils ont pas le temps, ils rentrent le soir, ils sont fatigués, donc Complètement. ils ont juste envie de faire copier-coller, voilà, tant de mètres carrés, tant de mètres linéaires, tant d'unités, et hop, je balance mon devis. Sauf qu'au final, bah, il a été en rendez-vous, il a pris du temps Complètement. pour aller en rendez-vous, il a donné des conseils, il s'est posé quand même le soir au détriment de sa famille pour chiffrer le devis, et cetera. Et au final, pour, l'envoyer un peu comme une patate chaude dont il veut se débarrasser. Complètement. Et aujourd'hui, moi, c'est ça que je veux apporter avec Batup. Ça va être des modèles de devis qui vont être préfaits. Ils auront juste, en fait, à tout simplement à mettre, donc leur bibliothèque à jour en fonction du métier, et cetera. Il y aura déjà une bibliothèque de préchargés, et puis ils pourront tout simplement avoir des devis vraiment rédigés de la meilleure manière possible pour vendre le plus possible. Et donc en faire moins, et donc faire moins de visites, et cetera. Donc faire moins de visites, mais d'avoir plus de chantiers Tout à signés, fait. et donc finalement de passer moins de temps sur la gestion. Et derrière, tu as un fil conducteur, donc tu as le devis signé, tu vas avoir ton CRM, donc la fiche contact du client,
toute la vie, tout ce qui se passe avec le client, ça va être répertorié, noté sur le logiciel. Ensuite, tu vas avoir les pipelines, donc tout ce qui est processus de vente, toutes les étapes. Donc, le devis, qui va être à faire une fois que tu reviens de chez le client. Tu reçois des notifications automatiques pour que tu oublies pas ton client. Le Important, devis très important ouais, ça. complètement. Le devis, une fois qu'il est envoyé, pareil, tu reçois des relances pour dire: «Voilà, n'oublie pas, tu as envoyé le devis à monsieur Dupont, n'oublie pas de le rappeler, ça fait une semaine que tu lui as envoyé le devis, appelle-le pour savoir ce qu'il en est, est-ce qu'il fait suite ou il fait pas suite?» Et ainsi de suite. Et ça pour tout, je vais pas faire trop spoiler parce que Ouais, là, il faut mais garder un voilà, petit peu j'ai envie de secret. laisser un peu de, voilà, de suspense, mais des OK, fonctionnalités qui existent pas. Alors, il y a des fonctionnalités qui sont communes, qui existent bien déjà, sûr. mais il y a des fonctionnalités inédites et notamment, sur la V2, il va y avoir de l'IA, et donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gains de temps et surtout de performance et de confort pour les produits BTP. OK. Moi, j'ai une autre question, c'est pour si tu pourrais, dire à une personne qui connaît pas du tout, qui a jamais lancé d'application, quel a été ton plus gros défi, toi, pour lancer vraiment une application, donc de A à Z? Donc là, tu sors la V1, derrière la V2, c'est quoi un peu ton plus gros défi que tu as pu rencontrer? Alors, en fait, si tu veux, la chose la plus difficile, c'est de se concentrer sur l'essentiel. C'est qu'en fait, on a envie de tout mettre, on a Mmh. envie de tout faire. Ce qui est important, c'est vu qu'on a quand même un panel d'artisans qui est large, des métiers qui sont larges. Tu en as qui font du neuf, tu en as qui font du tertiaire, tu en as qui font des appels d'offres, tu en as qui font du marché privé. Tu as un petit peu de tout. Donc la difficulté, ça va être vraiment de prendre ce qui est le plus important et donc de mettre vraiment les fonctionnalités les plus importantes en priorité. Et donc ce qui est difficile là-dedans, c'est de laisser de côté parfois certaines choses Ouais, qui sont moins importantes et donc c'est ce choix-là des fonctionnalités. Donc pour pas que au final ça devienne une usine à gaz, parce que tu as pas envie que ça devienne une usine à gaz, tu veux que ça reste hyper, fluide et agile en termes d'utilisation, facile d'utilisation, aussi bien sur le terrain qu'au bureau. Et donc, bah, pour ça, il faut qu'elle soit légère l'application, même si elle va être complète, il faut qu'elle reste quand même, assez légère et assez aérée, quoi. OK. Et du coup, là, actuellement, c'en est où? Pour nos Aujourd'hui, en utilisateurs? fait, en fait, si tu veux, toutes les fonctionnalités sont en place. Là, on apporte des détails sur la partie, fluidité d'utilisation, voilà, rajouter, voilà, pour pas qu'il ait à aller trop loin avec la souris, pour ajouter quelque chose, ça va être vraiment de aujourd'hui, on essaye d'optimiser l'UX comme ils disent, donc l'aspect, utilisateur, Design, ouais. fluidité d'utilisation, en fait. Et donc là, on est vraiment là-dessus. On a tout le temps des idées, donc du coup, on rajoute des petites fonctionnalités en plus. Voilà, notamment, moi, je vais le dire, sur la partie devis, aujourd'hui, tu as pas une entreprise, qui fait le scan des devis, du comment dire? Du professionnel. C'est-à-dire, Mmh. il est obligé de recréer une bibliothèque de zéro et cetera. Donc aujourd'hui, nous, on va avoir une IA qui va lire les devis, qui va ressortir toutes les informations avec la mise en page et qui va pouvoir les mettre directement dans sa bibliothèque. Donc même s'il travaille avec d'autres logiciels, ce sera donc tu as comment dire? Une extraction qui est faite, des lignes et des prix et donc qui sont mis directement dans Batup. OK. Et également toutes les informations de la société, l'assurance décennale et cetera qui est reprise, donc c'est un gain de temps. Quand tu viens faire l'onboarding, la première connexion, tu vas, importer en fait plein de devis et tous OK. ces devis-là seront déjà dans Batup sans avoir à se prendre la tête à tout retaper, par exemple. OK. Sacrée fonctionnalité, on va dire, ce principe. Ouais, carrément, carrément, je suis très Et content. du coup, c'est quoi un petit peu ta vision sur 2-3 ans pour Batup? Bah, on va casser le marché. Ah, c'est ce Ah, que je voulais clairement. entendre. L'idée, c'est d'avoir d'ici 3 ans, au minimum 20 000 utilisateurs. Moi, je vise 20 000 utilisateurs, France? dans 3 ans. France, ouais, et j'espère en Europe assez rapidement. Même si, les modèles sont un peu différents. L'artisanat fonctionne pas de la même manière, dans les autres pays. Alors la Belgique, la France, le Luxembourg, la Suisse, c'est relativement, Similaire. pareil. Mais voilà, après tu vas avoir le côté, bah, tout ce qui est Espagne, Portugal et cetera. Et puis aussi le Royaume-Uni, ces pays-là qui fonctionnent un petit peu différemment. Donc il faudra réadapter, pour ces pays-là. Mais oui, Europe, à moyen terme, on va y aller également. OK. Et donc là, actuellement, tu mises sur quoi pour faire connaître Batup? Alors en fait, si tu veux,
les gens du BTP, ils sont très, concrets, c'est-à-dire qu'ils veulent du concret. Donc là, j'ai fait effectivement un pré-lancement et cetera avec une offre préférentielle. C'est très soft, en termes de communication parce que je sais qu'ils veulent tester et j'ai déjà eu les effectivement les réactions. Il y a beaucoup d'intérêt parce qu'il y a un vrai besoin, mais ils veulent tester et c'est normal. Donc du coup, je sais que Batup va faire du bruit de par, en fait, l'exceptionnelle, fluidité et puis la performance qu'elle va apporter. Parce que encore une fois, c'est pas juste un logiciel qui va recueillir des données et puis les optimiser. C'est vraiment quelque chose qui va apporter de la structure. Il va y avoir une méthode, en fait, complète, à l'intérieur de gestion et d'optimisation et donc du coup, elle va faire son nom, elle va faire son «trou» entre guillemets en faisant du bruit sur la partie, artisan et donc les uns les autres vont pouvoir Bien communiquer, sûr. sur l'application et puis forcément je vais, une fois qu'elle va être en route, mettre en place, toute, la puissance du digital. Donc, en l'occurrence les publicités et cetera pour qu'elles puissent rayonner un maximum et à un maximum de monde, quoi. OK, super intéressant et puis là, s'il y a un artisan qui est encore là et qui nous écoute, comment il rentre dans ton application? Comment il peut télécharger Batup? Comment il fait? Alors il tape, donc www.batup.fr. Il va s'inscrire donc là, en l'occurrence, jusqu'au 18, octobre, date du lancement. Il s'inscrit sur la liste, de pré-lancement, en fait et donc du D'accord. coup, il sera prioritaire et donc je ferai une démonstration du logiciel à tous les préinscrits, 1 semaine avant le lancement pour leur montrer un peu comment le logiciel fonctionne, donc en exclusivité, en avant-première et donc du coup, 1 semaine ensuite, il y aura le lancement officiel, et donc du coup, bah, ce sera toujours, batup.fr et donc ils pourront aller s'inscrire. Il y aura systématiquement une période, d'essai gratuit évidemment pour qu'ils puissent, tester toutes les fonctionnalités et cetera. Pour moi, c'est primordial et puis, bah, il y a les devis et les factures qui seront totalement gratuites pour tout ce qui est auto-entrepreneur et cetera. L'idée, c'est de faciliter un maximum, aux gars du BTP. Donc, je joins la parole, par les actes et donc du coup, il y a une version qui est 100 gratuite, sans limite de temps, pour tout le monde, tout simplement. Ouais, pas genre 2 devis offerts, là, c'est gratuit, quoi. Complètement, OK. 100 gratuit. De toute façon, le lien est en description. Je vous laisse aller dessus et aller regarder si ça vous intéresse. En tout cas, je pense que vous devriez y aller. OK, super intéressant. Donc là, on a eu toute la présentation de Batup, de ton parcours. Et là, j'ai quelque chose que j'aime bien que j'aime bien discuter, toujours faire un peu l'actu du jour, l'actu un peu du moment dans le bâtiment, ça fait du bruit et en plus tu l'as évoqué, tu as commencé à parler dessus donc c'est parfait que j'ai choisi, on va dire, cette actualité et l'actualité, c'est le recrutement. Le recrutement apparemment actuellement, donc j'ai regardé, donc selon, la CAPEB, c'est une entreprise sur 2 a des difficultés de recrutement. Et moi, du coup, la question que je te pose, c'est déjà dans un premier temps, qu'est-ce que tu en penses aussi? Est-ce que tu trouves que c'est une réelle situation toi, de ton côté? Et est-ce que tu penses que le digital et des applis du coup comme Batup, elles vont pouvoir jouer un rôle, là-dedans dans les années à venir? Ouais, alors en fait, si tu veux, moi, j'ai souri parce que j'avais déjà alors il y a une période où il y a eu une pénurie d'électriciens et de plombiers chauffagistes. C'était en 2022, je crois, 2021-2022 dans ces années-là. Il y avait vraiment une pénurie. Alors les couvreurs, c'est pareil. Aujourd'hui, hein, je crois que ça continue. Les couvreurs, c'est un métier qui est, voilà, très, très demandé et en fait, moi, je souriais tout le temps quand on me disait: «Mais comment tu fais pour recruter? Tu arrêtes pas de recruter à tour de bras et voilà, tu as plein de camions». Moi, j'avais une flotte avec une trentaine de véhicules. Tu as plein de camions, tu as tous les corps d'État, tu arrives à recruter, comment tu fais? Et ben, en fait, j'ai recruté moi les 3 premières années et après en fait, bah, en fait, si tu veux, tout à l'heure, tu en as un petit peu parlé, le management à l'américaine. Alors, ça a des limites, il y a des bons côtés, des mauvais côtés. J'ai essayé de prendre Complètement. des bons côtés. Le management collaboratif où tu vas donner beaucoup de responsabilités, et de comment dire? De liberté de mouvement aux salariés. Le fait de bien les payer, de bien rémunérer, donc c'est un peu la méritocratie. Donc celui qui travaille, il mérite d'être mieux payé
Et donc moi, je fonctionnais toujours comme ça avec des évolutions de poste, des plans de carrière, vraiment quelque chose de très travaillé. Donc je mettais en place des plans de carrière avec des objectifs et quand c'était atteint, bah, je tenais mes paroles, je les faisais passer au à l'échelon du dessus et je les payais mieux et cetera, plus d'avantages et cetera et du coup, bah, au final, j'ai plus eu besoin de recruter. J'avais systématiquement des collaborateurs de l'entreprise qui ramenaient en fait des gens qui étaient ultra performants. Souvent, moi j'ai presque, je vais pas dire tout le temps, mais très souvent, j'ai eu le cas où, mon plaquiste, il me ramenait quelqu'un et puis il me disait: «Écoute Youssef, je te ramène quelqu'un, je te le dis, moi j'ai travaillé avec lui pendant 5 ans, il est meilleur que moi». C'est un mec, je te dis, il est au-dessus de moi. Il est meilleur que moi et donc il me ramenait parce qu'il savait qu'il y avait tellement de bienfaisance, une bonne énergie en fait au niveau de l'entreprise et donc du coup, j'ai jamais galéré en fait. J'avais tout le temps plus de demandes de personnes qui voulaient rentrer travailler pour moi que le contraire. Donc au final, moi, j'ai jamais Tu eu trop ce connu problème-là. ce problème-là, de par le management en fait et la culture d'entreprise. OK, et du coup, comment tu te positionnerais? Pas si voilà, tu un artisan aujourd'hui, tu veux recruter, tu as du mal, tu veux croître, mais bah, c'est un peu compliqué, tu arrives pas à trouver la bonne personne, donc tu sais que tu peux pas t'engager en CDI sur 12 mois parce qu'en termes de charges, tu peux pas le licencier derrière. Comment tu ferais toi? Bah, concrètement en fait, le recrutement et alors la difficulté du recrutement, elle est pas alors effectivement, elle peut être dans le sourcing, c'est-à-dire le fait d'avoir du sourcing, mais là où je dis voilà, là où je mets entre guillemets un petit caractère de vigilance, c'est que, faut pas recruter à tout prix. C'est-à-dire que si aujourd'hui le recrutement il est compliqué pour toi, je t'invite à trouver en fait des leviers qui sont autres, comme la sous-traitance par exemple, qui te permettrait de souffler un petit peu et de te laisser du temps pour trouver le bon profil. Parce que dans l'urgence, il y a jamais rien de bon dans l'urgence et le risque, c'est de recruter quelqu'un un peu rapidement, un peu hâtivement, de se hâter et puis de se retrouver avec, le mauvais loustic au final. Et donc du coup, tu vas perdre beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'argent parce que, bah, il va pas faire l'affaire. Il peut te créer des problèmes de marge et cetera ou bien pire, des problèmes d'image et du coup, devoir le licencier et recommencer à nouveau de zéro. Donc le premier conseil que je donnerais, c'est d'essayer, si le recrutement est difficile et que le sourcing, il est compliqué, il y a pas beaucoup de ressources, de déjà essayer de trouver des solutions pour pallier, en fait, sans avoir refusé de business, parce que ça, c'est pour moi, c'est Ah une erreur à ne jamais faire, ne jamais refuser. Vaut mieux avoir toujours plus de business que tu ne peux en prendre. Voilà, c'est tout le malheur que je vous souhaite, c'est d'avoir plus de ventes que ce que vous pouvez, assumer. Il y a toujours des solutions pour traiter derrière, si vous en avez pas, bon. vous venez me voir ou vous venez voir Seigneur, Voilà, on trouvera des solutions. Mais, le LinkedIn est en heu description, allez-y. donc du coup, l'idée c'est que, voilà, trouver des leviers pour absorber ce travail-là, ne pas le refuser, mais continuer évidemment le sourcing. Alors après, si je dois parler uniquement de sourcing, bon moi je passais par les canaux, il y a pas de baguette magique. Moi alors j'ai jamais pris, il y a aucun système, révolutionnaire. J'ai jamais pris moi de cabinet de recrutement. OK, Je trouve que pour quelqu'un alors, il y en a qui sont très performants, je critique pas, je veux pas critiquer, mais pour moi, dans le bâtiment, ça reste quand même des métiers qui sont à part. Il faut quand même quelqu'un du terrain qui recrute quelqu'un du terrain. Pour moi, c'est voilà, faut qu'on parle le même discours. Il faut se comprendre. Donc du coup, il faut absolument qu'ils recrutent des personnes, dont ils sont presque certains qui vont, correspondre au poste et faire l'affaire. Il y a un gros travail à faire au niveau de l'offre, c'est-à-dire de comment tu vas en fait, mettre en avant ton offre et cetera. C'est un petit peu comme dans ce que tu sais faire, dans les ads et cetera. Il faut que la publicité elle soit attrayante, donc il complètement. faut que l'entreprise soit attrayante, qu'elle donne envie de venir et selon le poste que tu recherches, bah, faut mettre les moyens. Après, il y a pas de secret. Quand si on veut les meilleurs, moi je savais pas faire de moyens, je savais pas faire d'à peu près. On faisait que du meilleur, on a fini par faire que du haut de gamme comme j'ai pu te l'expliquer, c'est parce que j'avais des très, très bons qui me permettaient d'aller vers ce type de chantier-là. Donc mettre les moyens pour attirer les meilleurs et donc du coup, bah, après le sourcing, c'est du standard, j'ai envie de te dire, c'est des annonces en ligne, Indeed qui fonctionnait très bien pour moi, Leboncoin, des choses vraiment toutes simples, hein. Faut pas chercher, très compliqué, je pense, pour sourcer. Complètement. Moi, si je pourrais donner aussi un conseil de mon côté, j'ai pu échanger avec différents dirigeants, que ce soit dans le bâtiment ou dans d'autres secteurs, et ce qui est revenu d'ailleurs,
le précédent, l'invité précédent qui était Franck qui m'a parlé de ça, qui me disait qu'en fait, lui, il était en recrutement toute l'année et il ouvrait une position lorsqu'il y avait un bon profil et je trouve que je vois trop de chefs d'entreprise dans le bâtiment où en fait, bah, ils recrutent quand ils ont besoin parce qu'eux, ils sont dans la merde, parce qu'ils doivent avoir un chantier et qu'au final, ils doivent prendre ça, ils veulent le recruter un Ouais, peu dans l'urgence. tout à Donc fait. ils se retrouvent à faire un processus de recrutement en un mois où Mmh, ils interviewent, 2 personnes qui viennent de France Travail. mmh. Ou bah, ils disent: «Bon, bah, je prends le moins pire des 2». Donc au fait, ils se retrouvent un peu dans des situations compliquées parce que et là, j'en ai Ouais, encore eu un qui me disait que, bah, il doit licencier personne, puis après quand le licenciement, bah, si l'autre il veut pas démissionner, bah, c'est à toi de payer quoi, sur le principe si tu veux vraiment le licencier. oui. Donc voilà, c'est un Ouais, peu ouais. le conseil. Effectivement, bah, tu vois, tu parles de France Travail. Moi, je recevais tout le temps des appels des conseillers de France Travail et cetera, pour me présenter des profils et cetera. Alors, ça m'est arrivé une fois de prendre une personne de chez France Travail. Et elle a Non, pas fini la période d'essai. non. Donc j'ai dit: «Stop, moi France Travail, ça Ouais, m'intéresse pas», même si voilà, c'est peut-être dommage parce que, bah, l'État, il met des sous là-dedans et voilà. Mais pour moi, c'est pas un modèle sur lequel, voilà, je comptais. Par contre, il y a quelque chose de très positif dans ce que tu disais. Je pense que la meilleure chose à faire, ce serait de mettre en place, en fait, comme tu l'as dit, un recrutement, comment dire? Un sourcing qui va être constant sur l'année, de mettre de côté, en fait, les CV, parce qu'on reçoit aussi de temps en temps des CV et cetera, de mettre de côté ces CV-là et puis, en fait, de contacter les gens au moment où on en a besoin, même s'ils sont déjà dans d'autres entreprises, leur faire une offre qu'ils ne peuvent pas refuser, tout simplement, si c'est vraiment des profils, attirants et du coup, en fait, bah, faut se mettre toutes les chances de son côté et j'aime pas, voilà, je sais pas si c'est très, déontologique de faire ça, mais les meilleurs, ils sont déjà pris, en fait. exactement et donc Donc faut faut les filtrer. savoir aussi aller les chercher chez la concurrence. Moi, c'est des choses que je faisais. En fait, j'en avais attiré un qui venait de chez la concurrence et ça m'arrivait de vider bah, je vais pas dire de vider une boîte, mais presque Ouais, bien sûr, de ramener tous ses collègues parce qu'ils étaient mieux chez moi que là-bas. c'est ça. Donc C'est après, que, les bons profils sont rarement en liberté. ouais, tout à fait, Donc il faut pouvoir, montrer que notre entreprise n'est pas forcément meilleure, mais soit une meilleure offre, un meilleur salaire, une complètement, meilleure cohésion d'équipe, une meilleure progression de plan de carrière aussi. Je pense que ça tout joue à fait. énormément, Un surtout plan pour de certains carrière. profils. Faut pouvoir identifier un peu ce qu'il recherche pour lui offrir exactement le Et plan et parfait pour lui. ouais, c'est exactement ça et il y a aussi un autre paramètre. J'ai des sous-traitants qui sont devenus salariés. OK. Donc j'ai des sous-traitants que je connaissais bien, ça marchait bien et cetera. Je connais leur, bah, c'est des sous-traitants qui travaillent pour moi, donc je les facture. Je connais on va manger au restaurant, je connais un peu leur vie perso, je sais ceux qui arrivent à gérer, de ceux qui n'arrivent pas à gérer, combien ils se font de salaire, s'ils sont bien, s'ils sont pas bien et puis bon, bah, ça s'est déjà présenté, je lui dis: «Bah, écoute, viens chez moi. Arrête de te prendre la tête avec ta boîte, avec ta compta, avec ton truc que tu as même pas le temps de gérer. Viens chez moi, je te donne temps, tu as ton camion, tu as tes week-ends, tu as tes soirs et puis, bah, du coup, ça a fonctionné pour plusieurs et puis et j'ai eu aussi le cas contraire, des salariés qui sont devenus sous-traitants et qui travaillaient pour moi, en tant que sous-traitants. Donc il y a toujours des moyens, en fait, si tu veux, ça dépend juste d'où tu te positionnes et donc du prisme, de la vision, en fait, de l'angle de vue que tu vas donner à la chose. Il y a tout le temps des solutions. Faut juste pas être focalisé sur le problème. Voilà, prendre un peu de recul, sortir, en fait, de la problématique dans laquelle tu étais pour la regarder de l'extérieur et te dire: «OK, donc cet angle-là, il fonctionne pas. Il y a d'autres angles à exploiter, en fait». Complètement. Et beh, écoute, on clôt un peu ce point de vue recrutement. En tout cas, c'était intéressant. Mmh, J'ai une, carrément. avant-dernière question pour toi qui me touche aussi particulièrement du coup, c'est si tu es un jeune dans le bâtiment, tu veux innover, que tu veux créer quelque chose, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il puisse se lancer? Bah, la première chose, en fait, c'est de mettre un pied devant l'autre, déjà. Mais non, mais clairement, en fait, si tu veux, ça paraît compliqué et cetera, il y a rien de compliqué. La première chose que je dirais à un jeune qui veut se lancer dans le BTP, c'est de se focaliser sur le commerce. De pas trop se focaliser sur la partie, technique. La technique, de toute manière, voilà, elle est là de base. S'il veut se lancer dans le BTP, voilà, tu pas boulanger et tu te lances dans le BTP, du jour au lendemain. Donc la technique, elle est là. La passion, il faut qu'elle soit quelque chose, qu'il aime faire. Il faut qu'elle soit également présente, mais vraiment de focaliser sur la partie commerciale. Donc l'acquisition,
Là, ça commence par ça, hein, donc sans clients, on il y a pas de Ouais, commerce, en fait, si tu veux. Donc du coup, ça commence par la partie acquisition. Donc comment je vais amener du client à moi? Par quel canal je vais passer? Par quels canaux? Parce qu'il y en a plusieurs. Et donc du coup, me focaliser sur la vente, la vente, la vente, la vente. Donc il faut vendre absolument et une fois que les ventes, elles vont tomber, il faut pas que ça te fasse paniquer. Il y a toujours un moyen de répondre, même si c'est trop gros pour toi. Tu vas t'entourer de sous-traitants, tu vas réussir à répondre dans tous les cas, mais il faut que tu vendes. Parce que si tu as pas assez de vente, tu vas avoir des creux énormes, tu vas fatiguer, tu vas pédaler un peu dans la semoule, et donc sur le sable, on construit rien de solide, tu vois? Donc il faut des fondations solides et pour moi, les fondations solides, c'est le CA qui vont te garantir une perspective déjà. bien sûr, Avant clairement. de avant de avant de parler d'arriver à la ligne, voilà, d'être à la ligne d'arrivée, il y a un chemin à parcourir et ce chemin-là, il est pavé de vente. Pour moi, il est pavé de CA. Et si tu as pas ces pavés-là pour avancer, tu arriveras jamais donc et puis après tu arriveras au premier step et puis ensuite tu pourras commencer à Étape. structurer et cetera. Mais voilà, à un jeune, je lui dirais ça d'abord vraiment de se concentrer sur le fait de vendre et donc trouver les moyens, qui vont l'amener à pouvoir, commercialiser le plus vite possible et le mieux possible. OK, super intéressant. Et il y a une petite routine, on va dire, dans le podcast. Dans mon podcast, c'est la question de l'invité et du coup, le précédent invité t'a posé une question. Donc je vais te la lire actuellement et comme ça, au moins, je t'invite à y répondre. Yes. Sa question, c'était: si tu as trop de travail, trop de demandes, trop de commandes, mais qu'à côté, tu as ton frère qui un peu tire la langue, est-ce que tu appelles pour discuter un partenariat, rachat de boîte ou alors tu continues seul et tu fais ta route? Alors, il va falloir que tu me reposes la question. Si j'ai trop de demandes, donc j'ai trop de volume d'affaires qui C'est rentrent, ça. OK? Et qu'à Mais par côté j'ai contre, mon frère qui quoi? tu as ton confrère qui tire un Mon peu la langue. confrère, d'accord. Tu as voilà et c'est confrère, concurrent, tu ça, c'est comme OK, tu le souhaites. Est-ce que OK. du coup, tu l'appelles pour discuter partenariat, pour trouver quelque chose, pour racheter sa boîte même, hein, je sais pas, voilà, c'est Donc si ou si j'ai pas alors d'autres solutions? ouais. Ah si j'ai pas d'autres solutions, bien sûr, je rentre en contact avec lui, avec grand plaisir, ouais. Mais est-ce que Complètement. tu préférais continuer seul ou tu dis: «Bon, je vois qu'il galère un peu, je vais l'aider»? Alors, mais est-ce que j'ai le choix ou j'ai pas le choix? J'ai le Tu choix le de choix. continuer seul, Ah oui, en trouvant d'autres moyens pour répondre à ses affaires. complètement. Ah bah non, là, à ce moment-là, je continue seul. Ah non, non, Voilà, si c'était ouais. Oui, je donc croyais c'est-à-dire que non, je croyais que c'était la question, c'était est-ce que, si j'ai trop d'affaires et que j'ai pas d'autre solution que de m'adresser à lui, je m'adresse à lui? non, Non, c'est pas ça. c'était OK. c'était soit tu dis tu t'adresses à lui parce que tu sais qu'en plus il est un peu dans le mal, mais toi tu as juste trop de demandes et tu dis: «OK, il faut que je trouve un moyen de pouvoir soit sous-traiter, soit recruter», mais soit tu continues seul et tu trouves un peu ta route, soit tu l'aides un peu en quelque sorte, tu le OK, sors un peu de la galère, quoi. j'ai compris. Elle est alambiquée la question, mais je l'ai Alors très tu bien compris. grâce à Franck, elle est ouais. Alors pour moi, il y a 2 options. La première option, je trouve d'autres moyens et puis je laisse dans son truc et puis je suis focus sur mon développement et donc sur le fait de pouvoir répondre à ses demandes. Et l'autre solution qui est pour moi la meilleure, ce serait en fait d'aller le voir pour effectivement, bah, s'il a les ressources et qu'il a le comment dire? Une entreprise qui est en voilà, entre guillemets, avec l'ensemble donc une structure, une vraie structure et capable de répondre aux affaires que j'ai en volume, bah, je cherche un rachat effectivement. Je vais chercher à faire grossir ma structure en fusionnant avec la sienne, ouais. Ce serait OK. l'idéal. Et toi, du coup, maintenant c'est à toi. Pose ta question. Alors moi, la question, ce serait, selon toi, la plus grosse erreur que font encore 90 des boîtes du BTP aujourd'hui, hem, ce serait quoi? Donc qui OK. les empêcherait d'avancer? OK, très bien. Et ben, je note ça et elle sera dans le prochain podcast. On sait pas encore l'invité, je le garde surprise pour l'instant Yes. et puis je lui poserai la question pour voir un peu ce qu'elle en pense ou ce qu'il en pense. Merci. Merci pour ton temps, merci Avec pour grand ton plaisir. partage. C'était un plaisir d'écouter toutes tes histoires. Je pense que, j'espère qu'en tout cas, il y a des gens qui ont pris des notes. Pour qu'ils puissent aussi s'inspirer parce que je pense que chaque parcours est inspirant et plutôt en l'occurrence de passer du commercial à l'énorme PME, l'énorme boîte à plus de 50 salariés, à maintenant une solution complètement digitale. Je pense que tu as eu plein de phases qui doivent être super intéressantes donc voilà, en tout cas, pour ceux qui veulent en savoir plus aussi sur l'application, toi, LinkedIn, Qui hésite application pas, en ouais. commentaire, si tu veux d'autres choses, avec plaisir, tu me diras. Tout sera en commentaire, au moins ils pourront retrouver ça et donc voilà, je te remercie pour ton temps en tout cas. C'est moi qui te remercie, Célien. C'était très intéressant, très agréable.
Et ben, en tout cas, on se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt. Plaisir, à bientôt.